Tu crois être quelqu'un de bon, paisible, mûr, maîtrisé. Pourtant, ce que tu appelles bonté pourrait n'être qu'une disparition lente. Il existe des existences entières construites autour d'un malentendu silencieux. On apprend très tôt à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à devenir une surface lisse contre laquelle personne ne se heurte. Alors tu ajustes ta voix, tu adoucis tes phrases, tu avales ce qui proteste en toi avant même que cela ne devienne audible. Tu dis oui pendant que quelque chose en toi se retire. Tu souris au moment exact où une fatigue plus ancienne que la journée te traverse. On confond souvent le calme avec la dignité. Mais il arrive que ce calme soit simplement la forme la plus socialement acceptable de l'effacement. Reste ici un instant. Si ta vie s'est organisée autour du fait d'être fiable, accommodant, disponible, celui qui ne complique jamais rien, alors ceci n'est pas une réflexion parmi d'autres. C'est une entaille presque invisible. Carl Jung se méfiait des personnalités uniquement agréables. Non parce que la gentillesse serait suspecte, mais parce qu'elle peut devenir le mensonge le mieux structuré qui soit. Une amabilité compulsive n'est pas une victoire morale. C'est une architecture de survie. Tu présentes une version de toi suffisamment douce pour être acceptée, suffisamment inoffensive pour ne provoquer aucune inquiétude. Et pendant que cette version circule librement dans le monde, quelque chose de plus essentiel recule. On finit par s'éloigner de soi sans même remarquer le mouvement. Jung appelait cela la persona, une peau sociale nécessaire pour vivre parmi les autres. Le problème ne commence pas lorsqu'on la porte, mais lorsqu'on oublie qu'elle n'est qu'une peau. Le jour où tu la prends pour ton visage, une disparition très discrète s'amorce. Tu interprètes la tolérance face au manque de respect comme une force. Tu renommes renoncement ce qui est en réalité une peur. Tu baptises générosité ce qui, parfois, n'est qu'abandon de soi. Sous cette surface tranquille, autre chose travaille. Une crainte presque archaïque, être rejeté, être jugé difficile, être perçu comme excessif. Peut-être que ta gentillesse n'est pas un choix libre. Peut-être est-elle un ancien mécanisme, façonné à une époque où être authentique avait un prix trop élevé. Voici l'inconfortable logique. Chaque colère avalée pour éviter un conflit n'est pas perdue. Elle est déplacée. Chaque accord simulé, chaque douceur jouée pendant que l'amertume se forme déjà ailleurs, pousse quelque chose de vivant dans un sous-sol intérieur. Rien n'y disparaît. Tout s'y densifie. Et ce qui se densifiait attend. Lorsque cela revient, ce n'est presque jamais avec délicatesse, irritation soudaine, relation qui se fissure, fatigue sans origine claire, impression de se pencher hors de sa propre vie. Ce n'est pas une anomalie. C'est la conséquence d'une existence vécue légèrement à côté de soi. Connais-tu cette vacuité étrange après des journées où tu as parfaitement fonctionné pour tout le monde? On te remercie, on te trouve précieux, rassurant et tu rentres avec la sensation qu'une lumière intérieure a été baissée. Parce que ce n'est pas toi qu'on a rencontré, mais ton rôle. Alors une question apparaît, presque déplacée. Es-tu réellement bon ou simplement organisé autour de la peur? La bonté réelle possède des frontières. Elle sait s'arrêter. Elle sait partir. Elle peut décevoir sans se dissoudre. Dire non sans s'effondrer. Ce qui intéressait Jung n'était pas l'agrément, mais la totalité de l'être. Et le regard se déplace alors, de la question « Comment être aimé ?» vers une autre, plus nue. À quel moment ai-je commencé à me perdre? Si quelque chose se contracte en toi maintenant, ne cherche pas à l'apaiser trop vite. Cette tension en sait souvent davantage que ce que tu es prêt à admettre. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines rencontres t'épuisent, pourquoi les compliments te traversent sans te toucher, pourquoi ta propre vie peut parfois sembler se dérouler dans une pièce voisine. Jung l'aurait formulé sans emphase, ta persona a commencé à administrer ton âme. Elle n'est pas ton ennemi, sans elle, aucune coexistence ne serait possible. Mais s'identifier à elle enclenche une forme très lente d'absence intérieure. Socialement présent. Intimement éloigné. La personne excessivement aimable révèle ce risque avec une clarté particulière. Tout son système s'oriente vers l'approbation. Un jour, tu as compris que t'adapter protégeait. Que contredire exposait. Peut-être que la colère était punie. Peut-être que la docilité était la seule monnaie sûre pour obtenir de la proximité. Alors tu es devenu flexible, compréhensif, facile à vivre. Avec le temps, ce n'était plus un comportement. C'était devenu une identité. Mais la contrainte n'est jamais une neutralité. Elle signale la peur. Vivre entièrement à travers une persona n'efface pas le soi authentique, cela l'enterre. Peu à peu,
Tu cesses de demander ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu penses réellement. Tu réagis aux attentes avant même que ton intériorité n'ait eu le temps de parler. Ton centre se dissout. Voilà pourquoi la reconnaissance peut sembler étrangement creuse. Elle s'adresse à une performance. Et plus l'applaudissement est fort, plus la fissure devient perceptible. L'identité devient fragile, suspendue aux regards extérieurs. La critique ne sonne plus comme une remarque, elle résonne comme une menace contre ton existence même. Le refus prend la forme d'une disparition. Jung nommait cela la névrose, non comme une faiblesse, mais comme une division. Une part de toi reste impeccable, patiente, presque irréprochable. Une autre a faim, se fatigue, porte une colère qu'elle n'ose pas prononcer. Et plus cette tension dure, plus elle se radicalise. Jusqu'au jour où surgissent des phrases qu'on dirait venues de très loin. Je ne sais plus qui je suis. J'ai l'impression de vivre une vie étrangère. Je fais tout correctement, et pourtant quelque chose en moi est déjà éteint. Rien de mystérieux ici, seulement le résultat d'un visage porté trop longtemps. Et puis survient ce que peu anticipe. Tout ce que tu as refusé de vivre consciemment ne s'évapore pas. Cela passe sous la surface et s'organise autrement. C'est là que s'ouvre l'une des idées les plus dérangeantes de Jung, l'ombre. Et ce sont souvent les plus aimables qui la portent sous sa forme la plus dense. Croire que les personnes gentilles sont inoffensives est une erreur confortable. Leur silence, leur politesse, leur évitement du conflit masquent parfois des forces accumulées dans l'obscurité. L'ombre contient tout ce que tu as exilé, colère, envie, pulsion de puissance, fierté, vitalité brute, capacité de dire stop. Non parce que ces mouvements seraient monstrueux, mais parce que tu as appris qu'ils étaient interdits. Alors tu les as amputés de ton image. Pourtant, ce qui est refoulé ne meurt pas. Il grandit sans témoin. Chaque sourire alors que tu es blessé. Chaque « ce n'est rien » pendant que quelque chose proteste. Chaque trahison de ta limite au nom d'une harmonie apparente nourrit une créature intérieure. Ton inconscient enregistre, ta vérité n'est pas permise. Mais il n'oublie rien. Et plus l'ombre reste inconsciente, plus elle influence ta trajectoire depuis l'arrière-plan. C'est ainsi que certaines vies explosent soudainement, gestes irréversibles, fuites, corps qui cèdent, dépression sans cause visible. Pas un accident. Une percée. L'ironie est nette. Vouloir être irréprochable peut te rendre dangereux de la manière la plus silencieuse. Non parce que tu vis ton obscurité, mais parce que tu l'ignores. Elle filtre alors à travers l'agressivité passive, les retraits glacés, les culpabilités distillées, un ressentiment qui s'installe. À chaque répression grandit une impression d'impuissance. Mais l'enjeu dépasse les débordements. Il concerne la vitalité. La sensation d'être entier. Jung n'appelait pas à une moralité accrue. Il appelait à une rencontre avec l'ombre. La regarder. Cesser de prétendre que tu n'es fait que de douceur. Lorsque tu reconnais consciemment ta part sombre, elle perd la capacité de te diriger en secret. Tu ne deviens pas parfait. Tu deviens réel. Ces forces n'ont pas besoin d'être agies, seulement reconnues comme faisant partie de la même vie que ta lumière. Et l'inconfort continue. Ta gentillesse ne fait pas que protéger, elle contrôle parfois. Tu aides, tu donnes, tu t'inclines. Sous la surface se dessine un contrat muet. Si je suis assez bon, tu resteras. Tu me confirmeras. Tu ne partiras pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction invisible. La bonté devient stratégie pour obtenir sécurité, appartenance, validation. Lorsque le retour n'arrive pas, l'amertume monte. Après tout ce que j'ai fait. Peut-être ne le dis-tu jamais. Mais ton intérieur le sait. La fissure apparaît alors. Tu n'as pas seulement donné, tu as investi. Cette forme de gentillesse n'est plus générosité. Elle devient gestion du lien. Une manière subtile de susciter l'attachement. Plus discret encore est le poison dirigé contre toi-même. En taisant tes pensées, tes limites, tes élans, tu construis secrètement une image de supériorité morale pendant que quelque chose se décompose. Si cette configuration perdure, le corps parle, tension, fatigue, maladie diffuse. La psyché répond par l'engourdissement. Les relations se déséquilibrent. Tu attires ceux qui prennent, parce que tu leur as appris que tu n'exigeais rien. Puis tu les méprises pour cela. Mais la perte la plus profonde est ailleurs. L'hypergentillesse détruit la rencontre réelle. Lorsque tout ce qui apparaît est un rôle, personne ne te rejoint. Plus tu joues l'approbation, plus l'intimité s'éloigne. Car la proximité véritable demande ce que la persona redoute, authenticité.
exposition, parfois friction. Tu crois que l'agrément te rend aimable. Pourtant, on ne peut t'aimer qu'à la mesure de ce qui est connu de toi. Si tu offres une silhouette polie, c'est une illusion que l'on rencontre. Ce qui se forme alors n'est pas une relation, mais une mise en scène. Toi, médiateur souriant, pendant que ton ressenti réel se défait hors champ. Et presque logiquement, ceux qui profitent de ce rôle apparaissent, ils prennent sans interroger, attendent ton fonctionnement, parce que tu n'as jamais montré autre chose. Les liens deviennent creux. Non par malveillance, mais parce qu'ils reposent sur une représentation. La proximité exige le risque d'être refusé en apparaissant entier. Le masque, lui, anesthésie le conflit, lisse la profondeur, empêche ces ruptures d'où naît la transformation. Ce n'est pas le désaccord qui détruit l'intimité, c'est son évitement. L'émotion comprimée devient un toxique lent. Elle commence comme une tension imperceptible et se termine en retrait intérieur. Peut-être es-tu entouré et pourtant inaccessible, parce que personne ne te voit vraiment. Une part de toi appelle à être découverte. Mais ton obsession d'être agréable te rend invisible. Alors demande-toi, veux-tu être apprécié ou reconnu? Le prix d'une popularité universelle est souvent une fin de l'âme. Sans émotion réelle, aucun attachement réel. Jung ne voyait pas l'issue dans la froideur, mais dans le devenir réel. Il appelait ce mouvement individuation, l'intégration de tout ce que tu as tenu à distance. Et il commence là, où tu réapprends à rencontrer les affects qu'on t'a appris à éviter. En particulier, la colère. La colère n'est pas une défaillance. Elle est un signal venu d'une couche plus profonde indiquant qu'une limite a été franchie. On t'a peut-être enseigné qu'elle était dangereuse. Alors tu l'as avalée, scellée sous un sourire, persuadé d'avoir dépassé cela, alors qu'en réalité tu t'abandonnais. Te couper de ta colère, c'est te couper de ta vérité. Elle naît là où ta dignité se contracte, où ton temps est présumé disponible, où ton espace est envahi. Elle agit comme une sentinelle intérieure. L'ignorer, c'est ignorer. Et le paradoxe revient. Plus tu la réprimes, plus elle se déforme, remarque tranchante, silence soudain, lassitude plombée. L'ombre prend la relève. Non parce que tu es brisé, mais parce que quelque chose réclame d'être entendu. La réponse n'est pas la fureur aveugle. Elle est l'intégration. S'asseoir près de cette énergie et lui demander « Quelle limite a été touchée? Quelle vérité ai-je trahi ?» De ce contact naît une clarté nouvelle. Tu peux dire non sans te justifier. Décevoir sans t'effondrer. Tracer une frontière sans culpabilité. Cesser de tout expliquer. Ne plus performer la bonté, mais la choisir depuis un lieu entier. C'est peut-être cela que Jung pressentait comme mouvement le plus élevé. Non pas devenir irréprochable, mais devenir complet. Capable de chaleur et de fermeté, de compassion et de distance, de douceur et de feu. Ce chemin menace ta persona, car elle t'avait promis une chose, ne jamais être rejetée. Ce qu'elle a omis, celui qui n'est jamais rejeté est rarement rencontré. La prochaine fois que l'automatisme surgira, ce sourire immédiat, ce oui réflexe, suspends-le. Un seul souffle suffit. Demande-toi, presque en silence, ce que tu ressens réellement. Ce que tu es sur le point de sacrifier pour continuer d'être sans aspérité. Cette pause minuscule peut déplacer une vie entière. Certaines relations se troubleront. Certains te nommeront autrement. Moins accommodant. Ce n'est pas une perte. C'est une révélation de ceux qui tenaient à toi et de ceux qui tenaient à ton masque. Si quelque chose en toi est resté silencieux jusqu'ici, écoute-le. Non pour te corriger. Pour cesser de te trahir. Et si cette pensée a laissé une trace, inutile de la déclarer. Reste peut-être encore un instant. Il arrive que quelque chose commence exactement là, sans bruit, mais sans retour possible. Tu n'as pas à devenir plus aimable. Seulement plus vrai.